Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode des incohérences scientifiques dans les films. Et aujourd'hui on va parler de Armageddon. Oui bon, de toute façon c'était déjà dans le titre, vous l'avez déjà lu. Ah ouais, donc en fait tu fais vraiment aucun effort pour la refaire diffuser tes vidéos YouTube. De quoi tu parles? T'es en train de faire exactement les mêmes épisodes dans le même ordre que sur ta chaîne TikTok. Chut, faut pas le dire putain. Alors oui, je m'excuse d'avance parce que je vais souvent m'éponger le front parce qu'il fait très chaud actuellement dans ma chambre et que pour des raisons de son, je ne peux pas mettre le ventilateur. Oui, et d'ailleurs je suis vraiment pas fan de cette décision. Courage, ça va bien se passer. Bon allez, on enchaîne hein. Donc on commence dès le début du film où on a une petite erreur de continent. Non, c'est bien l'endroit où il s'est écrasé, Météor. Dans le Yucatan, au Mexique. Et c'est le cratère de... Chicxulub. Oui, c'est ça. Alors oui, effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, je suis très impressionné que tu le saches. Mais le souci, c'est qu'à l'époque, le Yucatan était sous l'eau. Ce qu'on voit dans le film, c'est la représentation du Yucatan à notre époque. C'est-à-dire 66 millions d'années plus tard. Et pas 65 comme c'est marqué dans le film. Objection. C'est quoi cette tenue? Maître Tony, avocat de la défense pour le film. T'es sérieux? Je vous prie de me vous voyer, s'il vous plaît. Ok. Pour la défense du film, à l'époque où il était sorti, c'est-à-dire en 1998, les scientifiques parlaient bien de 65 millions d'années. Oui, mais... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Votre argument est aussi stupide que si vous aviez utilisé la présence des deux tours jumelles plus tard dans le film comme une incohérence. D'accord, c'est noté, maître. Du coup, je peux continuer? Mais je vous en prie. Bon, cette incohérence, on la connaît tous. Le feu dans l'espace, c'est pas possible. Même avec l'oxygène qu'il y a dans les vaisseaux? Bah même avec tout l'oxygène qui se trouve dans les vaisseaux, les flammes seraient toutes petites et elles dureraient très peu de temps. Rien de comparable avec ça. Nul. Ah ouais, je te confirme, ça serait vachement moins fun à regarder. Alors sur ce coup là c'est pas une incohérence scientifique, mais ce serait plutôt un faux raccord. Fais gaffe, Michel et Michel ils vont te faire la gueule. Non t'inquiète. Donc pendant la scène où le toutou fait joujou avec le Godzilla en plastique, on peut remarquer que la taille de ce dernier est assez petite et qu'il est en plastique dur. Mais dans la scène juste après, ce n'est plus du tout le petit Godzilla en plastique, mais bien un énorme Godzilla gonflable. Ah bah ça c'est normal, c'est les radiations. Mais bien sûr. Donc un peu plus tard dans le film, on a droit à un exposé d'un certain docteur Quincy qui nous explique l'importance de creuser un trou dans l'astéroïde. Posez un pétard à mèche sur la paume de votre main. Si vous l'allumez, que se passe-t-il? Vous vous brûlez. Par contre, si vous allumez le même pétard en le serrant très fort... Paf, ça fait des chocs à pic. D'accord, ok, j'ai compris. Ils vont faire un trou. Mais du coup, ils vont faire quelle profondeur? 250 mètres. Wouah, c'est énorme. Ah non, pas du tout. Pour rappel, l'astéroïde fait la taille du Texas, c'est-à-dire environ 1000 km de diamètre. C'est pas avec leur trou de 250 mètres qu'ils vont faire quelque chose, hein. Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça. Et puis même, admettons que le trou soit assez profond pour pouvoir disloquer l'astéroïde. Jusqu'à preuve du contraire, quand tu mets un engin explosif à l'intérieur de quelque chose, il explose rarement en deux beaux morceaux. Mais comme nous l'a si bien imagé monsieur 12 par sec, ça ressemblerait plus à ça. Bon, là on va parler de gravité, donc accrochez-vous bien. Ouais, je veux bien, mais à quoi? C'est une expression. Ah. Donc dans une des scènes, on explique à notre chère équipe de foreurs de l'espace que sur l'astéroïde, il y a beaucoup moins de gravité que sur Terre. Et que du coup, ils devront porter une combinaison spéciale pour pallier à ce problème-là. Puis après, on entend le colonel Watts dire: Messieurs, je vous donne 30 secondes pour mettre vos casques, après quoi le vide sera fait. Et vous aurez un aperçu des effets d'un vol dans l'espace. Sauf que la pièce où ils sont ne fait que le vide. Et donc par ce fait, elle ne peut pas reproduire la faible gravité qu'on peut avoir sur l'astéroïde ou le manque de gravité totale qu'on retrouve dans l'espace. Pour le moment, que je sache, une telle machine n'existe pas encore. Bah si, peut-être à la zone 51. Mais ce n'est pas le seul moment dans le film où on a un petit problème de gravité. Par exemple dans la station spatiale russe. Dans le film, on nous explique que pour travailler plus rapidement, ils ont besoin de créer une gravité artificielle. Et pour cela, ils font tourner la station très vite sur elle-même. Alors sur le papier ça marche effectivement, mais au point de vue de l'architecture de la station spatiale, ça serait légèrement différent. Elle devrait plutôt ressembler à ça. Puis en plus de ça, je vous raconte pas la gerbe que ça file. Bon, on va rester avec notre chère station spatiale russe, parce qu'on vient de voir dans l'incohérence précédente que du coup la station tourne sur elle-même pour créer de la gravité artificielle. Sauf que rappelez-vous, pour cela je vous avais dit qu'elle devait tourner très vite sur elle-même. Et du coup les gars ils se sont dit que c'était le meilleur moment pour s'amarrer à la station spatiale. Mais les gars, il vous est passé quoi par la tête là? Même pas en rêve vous faites ça en fait? Bah ça c'est ce qu'on appelle la technique La va comme je te pousse. qui est souvent utilisée pendant un épisode De folie passagère. Et pour finir, je pense que Michael Bay, le réalisateur du film, est un platiste. Hein? Un platiste, un gars qui pense que la Terre elle est plate. Oui merci, je sais ce que c'est un platiste, mais du coup pourquoi tu dis ça? Bah parce que pendant le discours du président, on peut voir différents endroits de la planète. Notamment la France avec le Mont Saint-Michel et l'Inde avec le Taj Mahal.
Et le discours a lieu apparemment le soir à Washington DC. Tous les regards et tous les rêves de la planète sont tournés ce soir vers ces 14 héros. Et les fusées, quant à elles, se trouvent à Cap Canaveral. Il est impossible qu'il fasse jour à Cap Canaveral, en France et en Inde en même temps. Pas possible. Ah bon, c'est sûr? Oh oui que je suis sûr. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Parce que du coup, sur mon ordinateur, j'ai un logiciel bien sympathique qui s'appelle Universe Sandbox. Ouais. Donc voilà, là on a la Terre. Là, je positionne Cap Canaveral pour qu'il soit le soir. Et maintenant, on peut observer que la France et l'Inde sont plongés dans le noir. Ah bah ouais. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus en bas, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Allez, salut. Oh putain, j'en peux plus, j'ai trop chaud.